Cette présentation traite de l'éducation musicale et du développement de l'oreille musicale chez les étudiants non-voyants. Nous verrons l'ouïe comme un sens de substitution à la vue pour la communication didactique et durant l'apprentissage musical. Nous aborderons la perception auditive et la classification des différents sons, en particulier les principales ressemblances et différences entre la perception auditive et les perceptions s'appuyant sur les autres sens. Dire que les non-voyants ont l'ouïe plus développée est un lieu commun, lié à l'idée que la nature compense le manque d'informations provenant d'un sens par les autres. Ce n'est pas tout à fait vrai. Même si on observe chez les non-voyants, souvent de naissance, une meilleure capacité à écouter et reproduire les sons. En d'autres termes, les non-voyants accordent plus d'attention aux événements sonores, tandis que les personnes douées de la vue sont avant tout attirées par les images, souvent au détriment de la perception auditive. Une célèbre citation de Confucius dit « J'écoute et j'oublie. Je regarde et je me souviens. Je fais et je comprends. » Cela implique que la connaissance ne peut être limitée à la seule perception, mais s'acquiert également à travers l'expérience, qui nous permet de totalement comprendre et mémoriser ce que nous appréhendons. Cela nous incite à ne pas réduire l'apprentissage des non-voyants à leur seule expérience auditive. Quiconque a eu l'occasion de travailler avec des enfants non-voyants peut confirmer qu'ils ont une très bonne diction, un vocabulaire plus riche et d'excellentes capacités verbales comparées à la plupart des enfants de leur âge. Malgré cela, ils manquent d'expérience. L'expression orale des enfants non-voyants, sujet de nombreuses recherches et études, est parfois source de déception, car souvent les parents et professeurs, satisfaits par la richesse de leur vocabulaire, se contentent de louer leur capacité orale plutôt que de les encourager à explorer le monde qui les entoure. Prenons cet exemple. Un enfant voyant, attiré par une source sonore, ira automatiquement en direction de la source. Un enfant non-voyant, lui, tendra l'oreille vers la source tout en adoptant une attitude passive. Il ne bénéficiera donc pas d'une réelle expérience de la source ou cause du bruit. Cette attitude d'écoute attentive mais immobile, donc passive d'un point de vue moteur, est interprétée comme un manque d'intérêt, alors que c'est tout le contraire. Si les parents ou éducateurs ne sont pas bien formés et avertis, ils risquent de se décourager dans leur enseignement. Cet écart entre le comportement de l'enfant et la mauvaise interprétation qui en est faite peut engendrer un cercle vicieux. L'enfant est désorienté et se sent incompris quant à l'intérêt qu'il a pourtant manifesté pour le son entendu. Il existe de nombreuses solutions pour intervenir. En particulier, associer l'exploration par le toucher et les mouvements à l'audition. Guider les mains de l'enfant, toucher des objets avec eux, leur expliquer et leur montrer comment utiliser leurs mains, les encourager à rechercher l'objet qui a causé un bruit, la source d'un son, à bouger dans cette direction, bouger les bras, les mains, le corps en général. Recréer avec lui le même lien de cause à effet. Et ainsi, créer cette image du monde que l'on se représente dans notre imaginaire. Mais l'imaginaire ne peut exister que s'il y a d'abord une expérience réelle des objets. Qu'est-ce qu'entendre ? Il s'agit de notre capacité à réagir à des ondes mécaniques, les ondes acoustiques. Dans une certaine échelle de fréquence, allant de 16 à 20 000 Hz, et avec une intensité qui les rende audibles à l'oreille humaine. Cela implique aussi que la source sonore se situe sous un certain angle et à une certaine distance. Il y a des similitudes entre la vue et l'ouïe, qui méritent d'être énoncées. La première est qu'il s'agit de deux sens qui opèrent à distance, contrairement au toucher, qui nécessite un contact direct. La deuxième similitude est le fait que les images, comme les sons, nous parviennent parfois contre notre volonté. L'intégration de ces stimuli dépend de notre attention et de notre curiosité.
L'avantage, c'est qu'il stimule notre curiosité, ce qui est à l'origine de la connaissance. En contrepartie, cela fait de nous des témoins involontaires. En d'autres termes, nous sommes forcés d'intercepter et de percevoir les stimuli de notre environnement, d'une manière ou d'une autre. Intéressons-nous maintenant aux différences. La première concerne le caractère permanent des images, en opposition à la nature éphémère des sons. Les images sont constantes. Un enfant voyant se forge bien l'idée de l'état de permanence des objets qui l'entourent, parce qu'il les voit à de nombreuses reprises chaque jour. Le son produit par les objets n'a pas la même continuité que les images. Les enfants non-voyants éprouvent des difficultés à imaginer l'existence des objets s'ils ne produisent pas de son, car ils n'ont pas une perception constante de ceux-ci dans le temps. Nous pouvons rappeler la citation « J'écoute et j'oublie, je regarde et je me souviens, je fais et je comprends ». La deuxième différence majeure concerne le nombre d'informations accessibles en un temps déterminé. En un regard, nous pouvons percevoir une grande quantité d'informations, en un temps très court, tandis que pour l'oreille, cette quantité est véritablement plus infime. La troisième différence est la capacité à sélectionner les informations. Nos yeux peuvent se concentrer sur différentes images, en s'adaptant à la distance et en adoptant différentes stratégies, en choisissant les éléments les plus importants et en survolant le reste. Pour nos oreilles, cela n'est possible que de manière très limitée. Les sons les plus forts dominent les plus faibles, même si nous ne voulons pas les entendre. En outre, la superposition de trop de sons ensemble est dérangeante, ce qui n'est pas vrai pour les images que nous pouvons choisir de regarder ou d'ignorer. L'exclamation « regarde ailleurs » a du sens, alors qu'il est impossible de dire « écoute ailleurs ». Un bruit trop intense ne fait pas que masquer les autres sons, il est également perturbant et dérangeant pour l'oreille. En revanche, nous pouvons choisir d'ignorer ce qui se passe autour de nous, d'un point de vue visuel, et, par exemple, nous plonger dans un livre sans faire attention à notre environnement visuel. C'est d'ailleurs le plus souvent un événement sonore qui nous sortira de notre lecture, et non un événement visuel. Il y a aussi des différences en ce qui concerne la structure et l'étendue de nos champs de perception. En général, notre champ visuel s'étend de 180 degrés autour de nous, alors que notre ouïe enregistre tous les sons dans un champ à 360 degrés. Ainsi, nous entendons également les sons qui viennent de derrière. Parlons également de la réfractivité des corps et des matériaux. Certains corps sont transparents à l'œil, mais pas à l'oreille. Par exemple le verre. Inversement, d'autres corps laissent passer le son, mais bloquent l'image. Par exemple un mur. Nous devons aussi garder à l'esprit que, même si le langage peut parfois être trompeur, par exemple une lumière froide, un son clair, chacun de nos canaux sensoriels agit dans un champ essentiel déterminé. Cela signifie que nous ne pouvons pas comparer un son à une image, une odeur à une surface, et ainsi de suite. Cela étant, il est vrai que souvent, par analogie, nous définissons la perception d'un sens au moyen d'un adjectif qui se rapporte typiquement à un autre sens. Voyons quelques exemples. Un son peut être assimilé au sens du toucher. Par exemple un son froid ou un son chaud. Il peut être assimilé à l'odorat, un son agressif, un son suave. Un son peut être assimilé au sens de la vue, un son clair ou un son obscur. En nous appuyant sur ces analogies, nous pouvons poursuivre plus en détail la description des caractéristiques sonores au service de la perception visuelle. Tout d'abord, le son et le silence se complètent. L'un ne peut exister sans l'autre. En poursuivant l'analogie, nous pouvons dire que le silence constitue l'arrière-plan, tandis que le son, ou le bruit, intervient au premier plan.
Mais pour que cette recherche d'analogie ait du sens, intéressons-nous aux caractéristiques du son, qui sont donc la hauteur, l'intensité, la durée, le timbre et la sonorité. La hauteur d'un son est la différenciation entre un son aigu ou un son grave. Elle dépend de la fréquence des ondes sonores. En général, les voix d'hommes sont dans le registre grave, tandis que les voix de femmes sont dans le registre aigu. L'intensité distingue le volume d'un son qui peut être faible ou au contraire fort, de volume élevé. Concernant les caractéristiques du timbre, il y a des dizaines de manières de décrire le son, telles que clair, métallique, agressif, nasal et ainsi de suite. Parlons d'un aspect qui est souvent négligé, qui est l'association entre sonorité et ressenti acoustique. Cela est véritablement important, surtout pour enseigner aux enfants non-voyants. Un lieu, un objet, une situation peuvent avoir une sonorité bien distincte et déterminée. Une cathédrale, une cour, un pré, des bois, des voix d'hommes ou d'animaux, contenants étant remplis ou vidés, l'eau en particulier, par exemple dans un torrent, une crique, une rivière, les vagues de la mer, l'eau qui bout, et ainsi de suite. Ces paysages sonores peuvent être associés aux événements visuels correspondants. Fin de la première partie.